maître chat ou le chat botté. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vinssent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua, sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix, et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours! Au secours! Voici le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie.
Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait bien eu peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple, de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela pour tout à fait impossible. »« Impossible ?» reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris, qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant de lui et dit au roi : « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. »« Comment, monsieur le marquis ?» s'écria le roi. « Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé rentrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups : « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi.
et dès le même jour épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Moralité : quelque grand soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité : si le fils d'un meunier, avec tant de vitesse, gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, ce que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Les fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis et qu'elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, da, ma bonne mère, dit cette belle fille. » Et, rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche, afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit : « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et, en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je là ?» dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment ?» dit la mère. « Il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don ? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donner bien honnêtement. » « Il me ferait beau voir, répondit la brutale. Allez à la fontaine. »« Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire ? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez à même si vous voulez. »
vous n'êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille !»« Eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Oh ciel !» s'écria la mère. « Que vois-je là ? C'est sa sœur qui en est cause, elle me le paiera !» Et aussitôt, elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi qui revenait de la chasse la rencontra, et la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là, toute seule, et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à un autre, l'emmena au palais du roi son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Moralité : l'honnêteté coûte des soins et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard, elle a sa récompense, et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. Autre moralité : les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montait, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec impatience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les chambres. Ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis Cendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos 2 demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, et car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui gaudronnait les manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. « Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. »« Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamants, qui n'est pas des plus indifférentes. » On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à 2 rangs, et on fit acheter des mouches de la bonne faiseuse.
Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elle lui disait « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ?»« Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. »« Tu as raison, on rirait bien si on voyait un Cucendron aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers, mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de 2 jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de 12 lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva et on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ?»« Hélas, oui, » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille ?» dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Elle l'amena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et l'apporta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva 10 souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval. Ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux, d'un beau gris de souris pommelées. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher, « Je vais voir, dit Cendrillon, s'il n'y a point quelques rats dans la ratière. Nous en ferons un cocher. »« Tu as raison, dit sa marraine. Va voir. » Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait 3 gros rats. La fée en prit un d'entre les 3, à cause de sa maîtresse Barbe, et l'ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite elle lui dit « Va dans le jardin, tu y trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plutôt apportés que la marraine les changea en 6 laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leurs habits chamarrés, et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ?»« Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit, l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. Oh, qu'elle est belle! Le roi même, tout vieux qu'il était,
ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir dès le lendemain de semblables, pourvu qu'il se trouvât des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener danser. Elle dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la considérer. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit 1000 bonnes fêtes. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés. Ce qui les étonna fort, car elle ne la connaissait point. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit sonner 11h15. Elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie et s'en alla le plus vite qu'elle put. Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s'était passé au bal, les deux sœurs heurtèrent à la porte. Cendrillon leur alla ouvrir. « Oh, que vous êtes longtemps à revenir !» leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller. Elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. « Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas ennuyée. Il y est venue la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. Elle nous a fait 1000 civilités, elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se sentait pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse, mais elles lui répondirent qu'elle ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toute chose au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle ? Mon Dieu, que vous êtes heureuse, ne pourrais-je point la voir ? Hélas, mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. » Vraiment ? dit mademoiselle Javotte. Je suis de cet avis. Prêtez votre habit à un vilain Cucendron comme cela. Il faudrait que je fusse bien folle. Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle et ne cessa de lui conter des douceurs. La jeune demoiselle ne s'ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé, de sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fût encore 11h. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu'elle avait laissée tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient point vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne, qu'une jeune fille fort mal vêtue et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ces deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s'étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait été. Elles lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, que le fils du roi l'avait ramassée, et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurément, il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. Elles dirent vrai, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement.
On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne !» Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors, ces deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer, bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Moralité : la beauté pour le sexe est un rare trésor. De l'admirer jamais on ne se lasse, mais ce qu'on nomme bonne grâce est sans prix et vaut mieux encore. C'est ce qu'à Cendrillon fit avoir sa marraine, en la dressant, en l'instruisant, tant et si bien qu'elle en fit une reine. Car ainsi, sur ce compte, on va moralisant. Belle, ce don vaut mieux que d'être bien coiffée. Pour engager un cœur, pour en venir à bout, la bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien. Avec elle, on peut tout. Autre moralité. C'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage. Mais vous aurez beau les avoir, pour votre avancement, ce seront choses vaines, si vous n'avez, pour les faire valoir, ou des parrains, ou des marraines. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog lecture sur les contes de Perrault. Alors, on en a lu 3, comme je vous l'avais dit la dernière fois. C'est un petit peu court, mais peut-être un peu plus court que d'habitude. Et je pense que la fois suivante, ça sera encore un petit peu plus. Donc, on avait le maître chat ou le chat botté. Donc, celui-là, je l'avais bien en tête. Je vais choper les moralités, ça va être plus simple plutôt que de vous faire un résumé. Quelque grand soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Donc là, ce que j'en comprends, c'est que, en gros, on valorise le travail plutôt que d'obtenir en fait des héritages, des biens, de l'argent en héritage. Mais au final, c'est le travail du chat. Parce que là, le troisième fils, il hérite bien du chat de son père. D'ailleurs, il grogne un petit peu, entre guillemets, mais enfin, il grogne. Il grogne par rapport au fait que il n'a pas le moulin, il n'a pas l'âne, et une fois qu'il aura bouffé son chat et qu'il se sera fait des manchons, il n'aura plus rien. Mais c'est un chat qui a de la ressource et qui est botté, s'il vous plaît. Donc oui, on valorise le travail plutôt que l'héritage où en gros on obtient des choses sans faire grand effort. L'autre moralité c'était: si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents.
oui, là en gros on dit que pour trouver une nana, il faut être plutôt jeune, plutôt beau et plutôt bien sapé. Donc c'est quand même assez artificiel, enfin assez même superficiel je trouve. C'est pas faux. Je pense que de toute façon c'est assez reconnu, vous avez dû entendre parler comme ça d'études où justement à recrutement, à compétences égales, la personne qui est reconnue comme la plus belle sera embauchée. Voire même si ses compétences sont moindres que quelqu'un qui est plus ordinaire ou qui est plus moche, entre guillemets. Donc c'est fort malheureux, mais c'est la réalité des choses. Et par contre, je reviens vite fait sur le marquis de Carabas, parce que c'est un personnage que Neil Gaiman a inventé, dans Neverwhere de Neil Gaiman, forcément. Donc très rapido, Neverwhere de Neil Gaiman, on a le Londres d'en haut, donc c'est le Londres qu'on connaît, que tout le monde fréquente, etc. Et le Londres d'en bas, c'est pas forcément un Londres à l'envers, mais c'est une espèce de, je dirais presque de poche de dimensions parallèles, parce qu'il y a plusieurs époques qui vont y coexister. On peut autant croiser des centurions que croiser des vampires, par exemple, ou un ange. Et c'est un monde qui est, le Londres d'en bas, c'est un monde qui est franchement hostile. Ce que va apprendre à ses dépens le héros, Richard Mayhew, qui va en fait être sorti de son monde à lui pour aller dans le Londres d'en bas, parce qu'il a filé un coup de main à une jeune fille qui était blessée. C'est une jeune fille qui a le pouvoir d'ouvrir des portes. Donc elle dessine une porte dans l'air, la porte, elle peut l'ouvrir et la fermer, la traverser, etc. Donc le fait d'aider cette jeune fille qui va ensuite disparaître comme ça, elle retourne d'où elle vient, fait que les gens qui vivent dans le Londres d'en haut ne reconnaissent plus Richard. Richard n'existe plus. Il perd tout. Il perd son boulot, son appartement, il perd la femme qu'il allait épouser, ce qui est bien, très bien pour lui parce que c'est quand même une sacrée conne. Et il se retrouve en fait dans un monde qui est ultra hostile, où il n'est pas important du tout. Il va gagner son importance, il va gagner une place dans ce monde et dans les luttes qui ont lieu. Et dans cet univers-là, on a donc le marquis de Carabas qui me fait un peu penser à... J'ai plus le nom, mais en fait, physiquement, moi, je me le représentais comme... comment il s'appelle ? Le sorcier dans le château dans le ciel, là où il y a Calcifer et la fille qui vieillit, qui a les cheveux blancs ensuite, qui a un petit peu de drama queen, là, si vous voyez. Je le vois comme ça, mais la version blonde, pas la version qui devient brune et qui devient toute dégueulasse parce qu'il déprime. Donc le marquis de Carabas, c'est un marquis c'est son nom, c'est peut-être son titre, on ne sait pas trop. Il fait partie de cet univers-là. Et c'est un allié de Porte, la jeune femme que Richard Mayhew, le héros, a aidée. Mais en même temps, en fait, c'est un gars qui est dans la maîtrise totale de cet univers-là, comme Porte aussi également, et qui est capable de... On ne sait pas trop si c'est un gentil ou si c'est un méchant. En fait, il va pouvoir tout à fait prendre des moyens détournés, voire franchement immoraux, pour servir ses propres intérêts. Mais en même temps, c'est un monde où, en gros, la moralité, elle n'est pas franchement valorisée. Pour survivre, vaut mieux être un sale bâtard. Alors, ensuite, nous avons lu Les Fées. Et j'ai l'impression que je les ai lus il n'y a pas très longtemps parce que je m'en souvenais plutôt bien aussi de ça. Donc, la jolie gentille fille, elle est récompensée par la bonne fée et dès qu'elle parle, en fait, des diamants, des perles, des pierres précieuses sortent de sa bouche, tandis que la méchante moche fille, elle, qui est pas gentille, elle est punie de sa malhonnêteté et à chaque fois qu'elle parle, c'est des serpents et des crapauds qui sortent de sa bouche, ce qui n'est pas très pratique. Les moralités, c'était: l'honnêteté coûte des soins et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard, elle a sa récompense et souvent dans le temps qu'on y pense le moins.
Ça me fait penser un peu à l'opposé, le côté mauvais karma, si vous voulez. Où on se dit des fois, cette personne-là, elle fait tellement des choses pas gentilles, un de ces quatre, elle va se prendre un revers. Pas forcément un revers des victimes des choses pas gentilles, mais moi c'est quelque chose, j'y crois profondément, que si on fait du mal autour de soi, à un moment donné, ça nous retombe sur le coin de la tronche. Donc autant aussi faire du bien, parce que on se sent peut-être mieux à faire du bien qu'à faire du mal. Mais donc là, on parle vraiment d'honnêteté. L'honnêteté coûte des soins, donc elle se travaille, elle coûte des sacrifices, et veut un peu de complaisance, mais tôt ou tard à sa récompense, et souvent dans le temps qu'on y pense le moins. L'autre moralité, c'était: les diamants et les pistoles peuvent beaucoup sur les esprits. Cependant, les douces paroles ont encore plus de force et sont d'un plus grand prix. Ça, je suis très d'accord avec ça. Que le fait que l'argent, enfin la richesse en gros, ça influence beaucoup les personnes, mais que les douces paroles c'est quoi? C'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui remonte le moral des autres, qui est peut-être à l'écoute de ses proches, etc. Que ces douces paroles-là ont plus de force et sont d'un plus grand prix. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, Charles Perrault. On avait ensuite Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Donc Cendrillon ou Cucendron, je m'en souvenais de ça aussi. Je ne vous répète pas le conte parce que je pense que vous connaissez par cœur. La beauté pour le sexe est un rare trésor. De l'admirer jamais on ne se lasse. Mais ce qu'on nomme bonne grâce est sans prix et vaut mieux encore. C'est ce qu'a Cendrillon fit avoir sa marraine, en la dressant, en l'instruisant, tant et si bien qu'elle en fit une reine. Car ainsi sur ce conte on va moralisant. Belle, ce don vaut mieux que d'être bien coiffée. Pour engager un cœur, pour en venir à bout, la bonne grâce est le vrai don des fées. Sans elle, on ne peut rien, avec elle, on peut tout. Je les trouve vraiment jolies, les moralités comme ça, un petit peu en... C'est des rimes embrassées, il me semble. Le A, B, B, A. C'est pas forcément A, B, B, A tout le temps d'ailleurs. Hein. Il y a des... Enfin bref, je sais plus comment on les nomme. Donc la beauté pour le sexe, là je pense que c'est que les femmes qui sont belles sont valorisées. Mais une femme qui est belle, mais qui est en plus instruite, belle, ce don vaut mieux que d'être bien coiffée. Bien coiffée, je pense que c'est le fait d'être belle est mieux que d'être coiffée d'une couronne. Pour engager un cœur, pour en venir à bout, la bonne grâce est le vrai don des fées. La bonne grâce, moi je vois encore là de la gentillesse. Hein. Sans elle, on ne peut rien, avec elle, on peut tout. C'est ce que je comprends. Donc n'hésitez pas à me dire si vous comprenez autre chose. Autre moralité. C'est sans doute un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, du bon sens et d'autres semblables talents qu'on reçoit du ciel en partage. Mais vous aurez beau les avoir, pour votre avancement, ce seront choses vaines, si vous n'avez pour les faire valoir ou des parrains ou des marraines. Donc avoir de l'esprit, du courage, de la naissance, tout ça, ça c'est vachement bien. Mais moi ce que je comprends, c'est que c'est l'éducation par les parrains et les marraines qui valorise en fait les talents qui sont nommés. Et en fait, oui, parce que Cendrillon, elle a été élevée, en fait, elle a été instruite, on va dire, éduquée par sa marraine la fée. Et sa belle-mère, qui est pas gentille, a élevé deux filles qui sont pas gentilles. Bon, il y a une qui est un peu mieux que l'autre. Mais du coup, cette mauvaise éducation fait que peut-être que si elles avaient des talents ou des qualités, elles ne se sont pas développées, mais que comme elles ont été mal éduquées, bah, les défauts en fait ont fleuri. J'aimerais bien revenir d'ailleurs, on va faire un petit instant Bridgerton. Dans les chroniques de Bridgerton, donc une saison qui va être archi attendue au niveau des séries télé, c'est l'adaptation du 3e volume des chroniques de Bridgerton sur Bénédicte. Je vous fais un gros résumé, pas spoilant, de l'histoire. Bénédicte Bridgerton, c'est le 2e fils. C'est le 3e livre parce que Daphné s'est mariée en premier.
Et ce gars-là, c'est comme tous les gars. Les Bridgerton, c'est tous des gravures de mode, alors que dans les bouquins, pas dans la série, dans les bouquins, les filles, elles font plutôt tapisserie. Sauf Francesca, qui avait été, il me semble bien, dans les livres, elle avait été nommée un peu reine du bal, entre guillemets, couronnée comme la plus jolie. Bénédicte, donc, c'est un dandy comme les autres, c'est un défroqué comme les autres, il a des maîtresses comme ses autres frères. Et on a un instant bal, mais tout à fait comme dans Cendrillon, où il y a une jeune fille qui vit tout à fait la vie de Cendrillon, où en fait, je vais pas vous dire, oh si je vous le dis parce que c'est tout de suite, on le sait dans les premiers chapitres, ça j'en suis sûre, parce que je l'ai relu il y a pas très longtemps. Sophie, c'est une gamine bâtarde d'un conte. Elle a été déposée, je crois que la maman est morte, un truc comme ça, et la grand-mère qui n'arrivait plus à s'en occuper financièrement l'a déposée en fait au château pour que le comte s'en occupe. Et si vous voulez, je crois qu'il y avait une petite lettre qui accompagnait la gamine, qui était petite, hein, elle avait 4-5 ans, un truc comme ça. Et de toute manière, au niveau de la ressemblance, il n'y avait pas photo, Sophie ressemblait à son père. Et donc il l'a accepté parce que c'est son devoir, mais en fait, il était plus dans le fait d'assumer son devoir que d'aimer et élever cette gamine. Donc c'est une gamine qui a été élevée par des gouvernantes, par des nurses et compagnie, qui a eu des préceptrices, qui a été instruite, etc. À un moment, ce comte, qui a eu des maîtresses comme tout le monde, se marie avec une veuve qui a 2 filles. Par contre, c'est un petit peu délicat pour cette femme, Araminta, de débarquer en fait d'épouser un comte et de vivre à l'endroit où vit sa fille bâtarde. C'est pas... D'un côté, on se dit c'est pas la situation qui est hyper confortable. De l'autre, elle n'a pas le choix. Donc, elle fait avec Sophie. Je crois que la situation commence déjà un petit peu à crisper. Sophie, elle a très envie d'avoir des sœurs, d'apprendre à les connaître, etc. Et je suis hyper longue là, pardon. Et la situation va par contre grave se dégrader parce que la maman veut pas que Sophie fréquente ses gamines. Donc il me semble que Sophie, elle est un peu éloignée dans une des ailes du château, elle ne prend plus les repas, enfin elle est vraiment isolée quoi. Mais elle est petite, hein. Si elle a été recueillie quand elle avait, je sais pas, 5-6 ans, quand son père se remarie, elle a peut-être 8 ans. Et si vous voulez, il y a un peu la douche froide de se dire « Oh chouette, je vais avoir une maman et des frangines et ah merde, elle m'écarte ». Parce qu'on est bien d'accord que ses origines hors mariage bâtardes, c'est pas du tout de la faute de la gamine. C'est quand même beaucoup la faute des parents. Et bref, quand le comte meurt, donc le père de Sophie, le beau-père des autres, et donc l'époux de sa belle-mère, la situation de Sophie se dégrade grave, parce qu'elle n'a plus le droit de faire des cours. Il me semble qu'elle a 14-15 ans, un truc comme ça. Le comte s'est par contre assuré que Sophie bénéficie encore de protection jusqu'à ce qu'elle devienne majeure. C'est-à-dire que sa femme ne peut pas la foutre dehors. Donc, tant bien que mal, elle continue à l'accepter dans le château, sauf que Sophie est rétrogradée à un poste de servante. Et puis, il y a de la magouille aussi. Et si vous voulez, Sophie, c'est une gentille fille qui essaye de se débrouiller et où la situation se dégrade tellement et elle a été un peu malheureuse toute sa vie, cette pauvre gamine, qu'elle essaye un peu de se rebeller. Et comme c'est les domestiques qui l'ont élevée, quand il y a l'histoire de l'ouverture du bal, je crois que c'est chez Lady Dunbury, si je ne me trompe pas, c'est le premier bal de la saison, ils vont farfouiller dans les vieilles robes peut-être de la mère du comte, donc des trucs qui sont hyper démodés. Ça tombe bien, c'est un bal masqué. Et ils la collent dans un carrosse et vas-y, va t'amuser, etc. Donc elle se fait belle, elle emprunte des boucles de chaussures à sa belle-mère, elle emprunte des gants de sa grand-mère au final, et elle va s'amuser. Elle arrive un petit peu en retard, elle fait sensation parce qu'elle est jolie.
Bénédicte la repère tout de suite, ils dansent ensemble, ils vont s'isoler sur la terrasse, ils se roulent un beau petit palot et minuit sonne, elle s'en va. Et Bénédicte, si vous voulez, va être obsédée par cette fille pendant des mois et des mois, parce qu'ils ne vont pas se retrouver tout de suite. Sophie, elle est obligée de fuir sa famille parce qu'elle se fait gauler. Donc, elle est débrouillarde, donc elle se démerde. Et si vous voulez, Sophie, se baiser, se bal et compagnie, c'est le truc qui lui réchauffe un peu le cœur. Sauf qu'à un moment, ils vont se retrouver, forcément. Mais comme c'était un bal masqué, Sophie reconnaît Bénédicte. Bénédicte ne la reconnaît pas. Et il y a toute une histoire comme ça qui va se développer du coup pendant tout le livre, et je crois que c'est vraiment mon préféré de tous les bouquins sur les Bridgerton, donc je vous conseille de les lire si vous aimez bien la romance. C'est pas forcément le style littéraire du siècle, mais l'histoire est très sympa, c'est très doudou. N'hésitez pas à regarder la série télé sur Netflix aussi. Et c'est mon détecteur incendie, il faut que je change sa pile. Et je vais clôturer là. Lisez tout plein, rêvez tout grand, à tout bientôt. Je vais changer la pile.